Ça ne rigole pas, un coût de 10 à 15 milliards d'euros. Voici ce qu'a évoqué hier Monique Barbu pour évoquer les conséquences des vagues de canicule durant cet été 2026. Et parmi les premières victimes de ces épisodes, il y a les agriculteurs. Et justement, j'accueille Thierry Pouche, chef économiste des chambres d'agriculture. Bonjour Thierry Pouche. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui en cette mi-journée sur Europe 1. J'évoquais les agriculteurs, mais pas seulement. Certains éleveurs, à cause du manque d'herbe, sont obligés de vendre leurs bovins. 40 à 50% du maïs produit ici en France est déjà perdu. Thierry Pouche, est-on à l'aube de l'une des plus graves crises que l'agriculture française ait connue dans notre époque moderne? Thierry Pouche. Sensiblement, je crois, on va attendre les résultats à la fin du mois d'août, puisque ça va remonter des départements et des régions à la demande du ministère. Mais là, tous les secteurs, toutes les régions, tous les départements sont touchés. Il y a de rares exceptions. Alors les producteurs de luzerne, par exemple, sont assez satisfaits. Il faut dire que le système racinaire d'une luzerne, c'est 12 mètres, donc on peut aller chercher de l'eau. Ça va. Mais sinon, il y a quand même des difficultés. Le colza, le tournesol font un peu exception aussi, mais de très peu. Mais, alors le maïs, le tournesol, le soja, les pommes de terre, toutes ces cultures très gourmandes en eau, dans quel état c'est aujourd'hui ? Dans un état assez catastrophique. Pour le maïs, on est entre 35 et 45% de pertes estimées. On n'a pas encore la totalité. C'est le Parisien qui rapportait ça ce matin. Oui. Voilà, et c'est non seulement le journal, mais aussi le ministère sur des relevés de terrain. Donc c'est la plus grave crise sur le maïs depuis 1980. Donc ça signifie que l'usage qu'on va faire du maïs va être très restreint, que ce soit sur l'usage alimentaire ou sur des usages alimentation animale. Donc probablement que, comme la France fournissait quand même une grosse partie de l'Union européenne va probablement importer davantage de maïs dans l'année qui vient, et certainement... Depuis quel pays ? D'Ukraine, justement, puisque c'est un pays qui est au centre du sujet, dans la perspective de son adhésion à l'Union européenne. Donc, alors ça va dépendre aussi de la circulation des navires remplis de grains sur la mer Noire, qui est quand même l'objet de tensions. On cumule là. On cumule tout. C'est d'ailleurs pour ça que le cumul de ces problèmes climatiques, de ces problèmes géopolitiques, ont propulsé le blé et le maïs à des niveaux qui n'avaient plus été atteints depuis plusieurs mois. Raphaël Steinville. Oui, Annie Genevard a annoncé il y a quelques jours un plan d'accompagnement pour venir en aide, au secours de notre agriculture. Mais est-ce qu'il n'y a pas un défaut d'anticipation des gouvernements successifs ? C'est pas comme si on n'avait pas vu venir l'histoire. On parle de ces changements climatiques, on parle de la sécheresse et de ces canicules qui se succèdent. La France bénéficie pourtant d'une hydrométrie extrêmement généreuse. Est-ce que le cœur du sujet, ou en tout cas l'un des sujets prioritaires, ne devrait pas être la manière dont on arrive à conserver cette eau qui irrigue en abondance la France le reste de l'année, et qui, pendant cette période de sécheresse, n'est pas contenue. Justement, sur la question de l'eau, c'est un sujet extrêmement compliqué, extrêmement tendu, puisque vous avez des agriculteurs qui demandent à ce qu'on les laisse tranquilles en matière de stockage de l'eau, ce qui est d'une certaine façon légitime, et puis une partie de la population qui estime que non, il ne faut pas stocker l'eau. Oui, ce sont surtout des activistes très radicaux, donc c'est une frange très minime, mais qui font beaucoup de bruit. Mais qui font beaucoup de bruit, et on l'a bien vu au moment de la loi d'urgence il y a quelques semaines, il y a eu une tension terrible autour de l'eau, même si cette loi d'urgence contient bien d'autres choses encore pour essayer justement de faire en sorte que l'agriculture puisse s'adapter à ce changement climatique. Et puis par ailleurs, au-delà de la question hydrique qui a son importance, les agriculteurs, depuis quand même une bonne dizaine d'années maintenant, savent très bien qu'ils sont exposés de plus en plus à des chocs de plus en plus réguliers, et certains d'entre eux se sont adaptés et continuent de s'adapter. Mais c'est presque un problème systémique. La recherche doit aussi progresser pour trouver des semences qui soient en mesure d'avoir des plantes qui résistent aux chocs climatiques,
mais aussi aux insectes qui dévastent parfois les cultures. Il y a aussi toute une recherche dans la génétique animale, par exemple, pour lutter contre les maladies. On en a connu quand même beaucoup entre les grippes aviaires, la fièvre catarrhale ovine, etc. Et manifestement, il y a des foyers qui commencent à ressurgir aujourd'hui. Thierry Pouche, ne faut-il pas, je m'excuse auprès de tous les agriculteurs qui nous écoutent et qui vont entendre cette question, hein, ne faut-il pas, vu le contexte et ce qui nous attend, parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant, ne faut-il pas laisser tomber le maïs, le tournesol, le soja, les pommes de terre ? Non, parce que la France quand même se caractérise depuis très longtemps comme une grosse puissance céréalière. Mais regardez le résultat cet été. Mais on n'est pas tout seul touché dans ce cas-là. La plupart des pays européens, des États membres, même aux États-Unis, on a un décrochage de la production de blé. Donc si tout le monde cesse ou ralentit la production de blé, c'est quand même la denrée la plus échangée dans le monde. Bien sûr, et vous avez avez raison. Toute une partie du pourtour méditerranéen, et notamment l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, qui dépendent crucialement d'une poignée de producteurs, dont la France, pour se nourrir. Donc si vous arrêtez de cultiver ces céréales et même ces oléagineux, vous vous exposez à des ruptures d'approvisionnement qui peuvent déstabiliser politiquement et socialement ces pays-là. On a tous en mémoire les émeutes de la faim en 2011, lorsque les prix des céréales avaient flambé et on était sur des productions quand même relativement élevées. Mais vous ne croyez pas si bien le dire, Thierry Pouche, parce que vous parlez de déstabilisation politique. Par exemple, en Afrique, à cause du manque d'eau, il y a eu une augmentation des mariages forcés. Alors vous allez me dire quel rapport ? C'est parce que les agriculteurs qui faisaient face à ce manque d'eau se sont retrouvés sur la paille et ont été obligés, pardonnez-moi, je vais être extrêmement scabreux, mais de vendre leurs filles. Voilà, c'est la réalité du terrain en Afrique. Alors évidemment, on ne va pas comparer l'incomparable avec ce qui se passe en Europe. Dieu merci, on est à l'abri de ça, mais nous allons au-devant de conséquences, Thierry Pouche, qui vont bien au-delà en fait de l'alimentation avec cette histoire. Oui, bien au-delà de l'alimentation, c'est aussi des problèmes politiques et des problèmes de stabilité sociale dans un certain nombre de pays importateurs notamment. Vous faisiez allusion, monsieur, au dispositif d'aide des pouvoirs publics. On connaît à peu près maintenant ce type d'aide. Ce sont des allègements de charges, ce sont des reports de remboursement d'emprunts. On demande aux assureurs de verser par anticipation un certain nombre de primes d'assurance. Bon, très bien. Mais peut-être que, comme on est à 50 ans de la sécheresse de 76, il y aurait peut-être aussi à creuser ce qui s'est passé à l'époque. Les pouvoirs publics, on n'était pas dans le même contexte, je comprends ça très bien. Mais au moins mettre en examen l'idée d'un impôt sécheresse. Momentané, parce que là, ça va se chiffrer par milliards, voire des dizaines de milliards d'euros pour l'agriculture. Donc, on pourrait tester auprès des Français l'idée que s'ils sont tant attachés que cela à la souveraineté alimentaire, au fait qu'ils souhaitent plutôt consommer des produits dont ils connaissent la provenance et dont ils connaissent les conditions d'élevage. Il y a déjà 365 impôts et taxes en France. Oui, je sais bien, mais ça serait momentané. Comme en 1976, il y avait eu un emprunt obligatoire, on avait récolté 1,5 milliard d'euros à l'époque. Peut-être que, alors je ne dis pas qu'il faut le faire, et ça dépendra de... Il y a tout un travail pédagogique qui doit accompagner aussi ce dispositif, mais là, vu dans la situation dans laquelle on est, sachant que l'année dernière, la France, qui se distinguait quand même depuis 1978 par un excédent commercial agroalimentaire, c'était un des rares avec l'aéronautique et quelques autres, l'année dernière, on était quasiment, depuis 1978, en déficit. Donc, moi, je pense que là, il faut, si on veut conserver une marge de manœuvre en termes de production, en termes de contribution aux équilibres vitaux de la planète dont on vient de parler à l'instant, au fait que l'agriculture et l'alimentation peut aussi contribuer à compenser le déficit global de notre balance commerciale, eh bien probablement qu'il faudra convaincre les Français d'être un peu cohérents. Et alors les Français se méfient des impôts ou des taxes temporaires parce que la CSG devait durer 2 ans. Thierry Pouche, pardonnez-moi, Thierry Pouche, je rappelle que vous êtes chef économiste des chambres d'agriculture, c'est passionnant ce que vous nous dites. J'aimerais que nous nous adressions justement, comme vous l'avez fait, à ces Français qui nous écoutent. Bon, quand on parle de 40 à 5%, 40 à 50% du maïs produit ici en France qui est déjà perdu. Est-ce que cela signifie que sur le maïs, le tournesol, le soja, les pommes de terre, on va au-devant demain, c'est-à-dire dans les jours, les semaines qui viennent, au-devant d'une inflation pas extrême, mais peut-être un peu brutale? Alors, sur le soja, déjà, je voudrais juste apporter une petite nuance.
nous sommes de toute façon dépendants Ok. de l'extérieur pour notre Bien sûr. approvisionnement. Notamment protéines l'Amérique du végétales, Sud, entre autres. L'Amérique Voilà. du Sud, les États-Unis Bon, également. les autres alors. Mais alors les autres, effectivement, on s'expose à une augmentation des prix. Il va y avoir des effets dominos. S'il y a un manque de matières premières, déjà, les industries de la transformation vont être touchées, faute de volume disponible pour pouvoir transformer. Il y a déjà dans l'ouest de la France, en Bretagne en particulier, des légumeries qui ne parviennent plus à obtenir la matière première pour mettre en conserve ou en bocaux. Et donc, il y a déjà des premiers licenciements parce que c'est compliqué. Ou alors, il va falloir attendre et importer massivement en provenance de l'extérieur pour pouvoir transformer sur place. Donc, c'est déjà les effets dominos. Et ensuite, il y a effectivement le consommateur. On a bien vu... De combien alors? Ils veulent savoir, les gens, Thierry Pouche. C'est compliqué, c'est difficile à mesurer parce qu'on a déjà eu une première expérience avec la guerre en Ukraine. L'indice des prix global avait été de 6%. Ouais. L'indice des prix des produits alimentaires, on était grimpé à 13% pendant à peu près plusieurs mois. Donc là, manifestement, s'il y a effectivement une raréfaction de l'offre, probablement que les prix vont remonter. Ça va faire l'objet de tensions entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, bien entendu. Mais le risque inflationniste, il est présent, effectivement. Et comme il y a peu de réserves en matière d'augmentation de salaire, les Français soit vont restreindre leurs dépenses, on est toujours en dessous du niveau d'avant-guerre en Ukraine sur la consommation alimentaire, soit ils vont puiser dans leur épargne, qui est quand même assez importante en France, pour pouvoir maintenir leurs dépenses de consommation. Donc vous voyez qu'on est sur des risques systémiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des effets dominos qui vont s'enclencher à partir de maintenant. Sabrina Medjeba, rapidement, parce que nous devons libérer notre invité, effectivement. Ah non, pardon. Concernant votre impôt sécheresse, j'ai une question à vous poser. Ne croyez-vous pas que, comme l'a souligné Raphaël très justement, le point névralgique n'est pas donc en effet cette question de la captation de l'eau et même de l'utilisation, par exemple, des eaux usées. Lorsqu'on se compare à nos voisins, l'Espagne et l'Italie, je Le sais par dessalement, exemple, notamment. absolument. La France, ne serait-ce qu'en termes de captation de l'eau, on est à 1,7 voire 3%. L'Espagne, par exemple, est à 20. Pareillement pour la réutilisation des eaux usées. Les chiffres sont assez éloquents en termes de différentiel. Et le problème également idéologique auquel nous sommes confrontés en France avec, vous souvenez-vous de l'histoire des fameuses méga-bassines, absolument, qui ont été conspuées et attaquées d'ailleurs de façon très violente par une frange radicale de l'écologie en France. Ne croyez-vous pas que le problème, c'est d'abord, à mon sens, d'être plus proactif et d'essayer de trouver un consensus avec les pouvoirs publics en place pour justement irriguer à nouveau et trouver des méthodes. Si l'impulsion politique va dans ce sens-là, s'il y a des moyens financiers pour investir dans le dessalement de l'eau de mer, effectivement, ça peut constituer une perspective pour constituer des réserves. Quels sont les freins aujourd'hui, alors? Les normes? Alors, certainement les normes, certainement une certaine frilosité de la part des pouvoirs publics. Donc ça sort d'une certaine façon de mon champ de compétences. Mais effectivement, tout doit être réexaminé aujourd'hui. Ce serait une solution selon vous, mais le ça dessalement? peut être une solution. Alors sur l'Espagne, il faut faire attention. C'est vrai qu'ils ont emprunté cette voie. C'est vrai que le modèle agricole est quand même très différent. Mais il faut être prudent. Parce que les Espagnols se sont aperçus très récemment qu'en matière de production de tomates, ils ont été dépassés par les Marocains, qui sont devenus absolument. les premiers fournisseurs de tomates de l'Union européenne. Ça, c'est la conséquence d'un accord de libre-échange que l'Union européenne avait signé il y a fort longtemps avec le Maroc, et dont personne à l'époque n'avait parlé ni soupçonné les effets plus tardifs. On le voit bien aujourd'hui, puisqu'on parle de cette sécheresse, mais dans la production laitière, la production ralentit aujourd'hui, la qualité du lait et donc la qualité des fromages va être altérée par cette sécheresse. Nos fromages vont être altérés. Oui, en matière de qualité. Nos vins aussi. Parce que quand il fait trop chaud, les vaches subissent aussi un stress. Bien sûr. Bien sûr. Et on s'aperçoit depuis maintenant quelques mois que les importations de fromage en provenance de Nouvelle-Zélande, consécutive de l'accord de libre-échange qu'on a eu avec la Nouvelle-Zélande. Ah bon, donc il y a eu l'agneau de Nouvelle-Zélande, il va y avoir les fromages maintenant. Voilà. Alors là, vous êtes vraiment apporteur de mauvaises nouvelles, Thierry Pouche. Moins de fromage français, mais plus d'impôts français. Ouais, c'est exactement ça. Mais justement, si vous mettez bout à bout les aides publiques de court terme dont Madame la Ministre a parlé, si on met à l'examen, pour mesurer un petit peu les conséquences positives, mais aussi négatives, parce qu'il faut en tenir compte, d'une sorte de
contribution des Français au maintien de l'acte de production agricole, peut-être qu'on aura justement un rétablissement de la production laitière, de sa qualité, et on aura toujours des fromages sur notre territoire qu'on pourra consommer avant le dessert. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut peut-être sur lequel il faut mettre l'accent, c'est que ça fait plusieurs années qu'on parle de souveraineté alimentaire, et à juste titre, mais à ce moment-là, il faut que le secteur agricole redevienne une priorité nationale, et même une priorité européenne dans le cadre de la politique agricole commune. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Thierry Pouche, comment se fait-il? Alors, cela ne date pas d'hier, mais cela va aller de mal en pis. L'Espagne est en train de torpiller la France au niveau des prix des fruits et des légumes. Ça date pas d'hier, c'est pas nouveau, mais là, l'écart va donc, à l'aune de ce que vous dites, encore se creuser. Oui, et on le constate très bien dans les données statistiques. Le poste fruits et légumes de notre balance commerciale française, le déficit en fruits et légumes s'est aggravé en valeur. On était en 2025 à 8 milliards d'euros, on était encore en 2000 à peu près 1 milliard. Donc ça, c'est un secteur qui est de toute façon très déficitaire depuis au moins 50 ans. L'adhésion de l'Espagne n'a évidemment rien arrangé. Et ça s'aggrave, parce qu'il y a des fruits qui viennent et des légumes qui viennent aussi d'ailleurs. Donc voilà, on en est là. Il va falloir pratiquement tout réexaminer de fond en comble. Merci pour ce discours sans langue de bois. Vous étiez grave, mais réaliste. Thierry Pouche, chef économiste des chambres d'agriculture. Merci infiniment d'avoir été parmi nous en studio sur Europe 1.